Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec nous ce soir pour cette seconde session sur le thème de la crise climatique et environnementale et plus particulièrement sur le sujet de l'énergie. Aujourd'hui, on va parler de l'état des lieux des émissions de gaz à effet de serre au Québec et des opportunités de réduction pour les Québec. Tout d'abord, je voulais remercier Guillaume, Julien et Cédric qui ont contribué à élaborer cette présentation. Donc aujourd'hui, vous allez avoir deux présentateurs. Il y aura Cédric, mon collègue, qui est professeur de génie mécanique à Polytechnique Montréal et spécialiste des écoulements diphasiques, et moi-même, qui suis analyste en cycle de vie. Donc on mentionne les organismes pour lesquels on travaille. On va aussi un petit peu parler du Shift Project et des shifters, mais je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour porter un message d'aucun de ces organismes. On est vraiment là juste à titre personnel. Donc justement, pour aborder qui sont les Shifters Montréal, il faut partir du Shift Project. Donc ça, c'est un laboratoire d'idées indépendant qui a été créé en 2010 en France par un groupe d'experts dont Jean-Marc Jancovici, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est présent sur différents médias. Donc la mission générale, c'est d'informer et d'influencer le débat sur la transition énergétique en proposant des visions qui soient globales et constructives. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils produisent des rapports sur le lien entre l'économie et l'énergie, et surtout qu'ils font des propositions d'action et des mesures argumentées pour aider à la décision. Donc, ce groupe d'experts est appuyé par un groupe de bénévoles qui s'appelle les Shifters et qui dispose de différentes antennes locales. Et donc, bien évidemment, les Shifters Montréal, c'est l'antenne montréalaise qui, elle, a été fondée en 2019 et cette année, on est 50 membres. La mission des Shifters Montréal, donc, c'est d'aller diffuser les connaissances et les messages du Shift Project tout en les adaptant au contexte du Québec. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est des rapports qui sont adaptés au contexte local, des analyses sur la perception de la transition au Québec. On participe aussi à des projets interassociatifs et on fait certaines présentations qui peuvent être soit générales, soit spécifiques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si jamais ça vous tente de vous impliquer, n'hésitez surtout pas à nous écrire, soit sur LinkedIn, soit sur l'adresse courriel qui est mentionnée ici, ou même par Facebook. On ne se restreint pas. Si vous avez des compétences de communication que vous voulez mettre à profit, n'hésitez pas. Si vous avez des compétences scientifiques, n'hésitez pas non plus. C'est vraiment ouvert. Merci d'avance. Donc, les Shifters Montréal et l'UPOP, c'est donc 3 sessions. La première session, c'était la semaine passée sur les usages de l'énergie et l'origine du changement climatique. Cette semaine, on va parler plus précisément de l'état des lieux et des opportunités au Québec. Et puis la semaine prochaine, si ce n'est pas déjà à votre agenda, ajoutez-le. Ce sera une session spécifique sur le numérique et l'environnement, donc un diagnostic des impacts locaux pour le Québec aussi, et aussi des impacts globaux. Donc, pour aller faire un petit résumé de la session 1, donc, ce qu'on a vu d'une part, c'est que la consommation énergétique mondiale a fortement augmenté, et ce depuis environ les années 60, et que ce qu'on a observé en termes de sources d'énergie, c'est un empilement des différentes sources et non pas une transition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu remplacement, c'est vraiment une superposition. Et donc actuellement, on en est à environ 85% du mix énergétique qui est composé de gaz naturel, de pétrole et de charbon. La transition énergétique dont on parle, en fait, en ce moment, c'est plutôt la superposition des petites couleurs qui sont bleues, violettes et jaunes qu'on voit tout en haut du graphique. Dans un second temps, ce qui a été abordé, c'est le fait que les émissions de CO2 et la température mondiale sont corrélées et qu'on a eu une explosion de ces émissions de CO2 dans l'atmosphère depuis les mêmes dates, donc environ les années 60. Et troisième point, pour venir résumer la session de la semaine passée, donc la décomposition des émissions mondiales, c'est-à-dire d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre générées dans le monde. Donc tout d'abord, on a 21% qui vient des centrales à charbon, 7% qui vient des centrales au gaz et au fioul, ensuite 5% spécifiquement pour l'industrie du ciment, 12% pour d'autres industries, en particulier lorsqu'il y a des grands besoins en termes de chaleur, 5% pour les bâtiments. Dans le cas du transport, on doit additionner à la fois 6% pour le transport particulier, 4% pour le transport routier de marchandises, 2% pour le transport par bateau et 2% pour l'aviation, c'est-à-dire un total de 14%. Ensuite, on passe à 20% d'agriculture, donc ça peut être à la fois l'élevage et les différentes cultures. 9% pour la déforestation, puisque le carbone qui était stocké dans les arbres ne l'est plus.
Et finalement, 7% pour les autres usages, dont environ 4% pour le numérique et le reste pour d'autres usages comme la réfrigération. Donc ça, c'était un petit résumé rapide de la première session. La session d'aujourd'hui va être divisée en 3 différentes parties. Donc, dans la première partie, on va traiter des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, quelles sont les émissions générées au Québec et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'empreinte carbone individuelle. Dans un second temps, on va s'intéresser aux objectifs de réduction de ces émissions et aux différents scénarios qui peuvent être envisagés pour le Québec. Donc, on passera par les accords de Paris, puis par le rapport Dunsky, qui nous permettra de faire un portrait sectoriel et de regarder les solutions de ces différents secteurs pour le Québec. Dans un troisième temps, on essaiera de recentrer tout ça pour en fait voir à l'échelle individuelle qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos leviers d'action. Donc, on va commencer par les émissions de gaz à effet de serre générées au Québec. Donc, sur ce graphique, vous avez les émissions de gaz à effet de serre générées sur chacune des provinces et territoires du Canada pour les années 1990, 2005 et 2018. Donc, si on regarde le Québec, ce qu'on voit, c'est qu'on a 83 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui ont été émises en 2018. Si on divise ce chiffre par la population du Québec, ça nous donne que c'est environ 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant pour cette année 2018. Et si on regarde l'évolution entre 1997 et 2018, c'est moins 5%, dû en particulier à des gains en termes d'efficacité énergétique. Si on essaye de remettre ça un petit peu en contexte, on peut regarder le Canada. Donc, le Canada, c'est 729 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2018. Donc ça veut dire que le Québec représente 11% des émissions générées au Canada. Si on prend ces émissions canadiennes et qu'on divise par la population, on trouve que ça fait environ 20 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Et l'évolution entre 1990 et 2018 a été de plus 21%, ce qui est dû, si on regarde le graphique, principalement à l'Alberta, donc à la production gazière. Puis si on met encore plus largement en contexte, dans le contexte mondial, le monde, c'est 45 000 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2018, c'est-à-dire en moyenne 5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, et une augmentation totale de plus 63% entre les années 1990 et 2018. Maintenant qu'on a regardé les totaux d'émissions générées au Québec et qu'on les a remis en contexte, l'idée, c'est un peu de comprendre d'où viennent ces émissions générées au Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que 42% des émissions qui sont générées au Québec viennent du secteur des transports, dont 80% ont lieu sur la route. Le second contributeur à ces émissions générées au Québec, c'est le secteur de l'industrie, qui représente 31% des émissions. Ensuite, on a le secteur du bâtiment, avec 12%, puis l'agriculture, 10%, et enfin, le traitement des déchets, 5%. Puisque le secteur des transports, c'est le premier contributeur, on peut aller regarder ça un petit peu plus en détail. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 21% qui vient des véhicules personnels, puis 15% du transport de marchandises et finalement 6% du transport de voyageurs. Donc là, on a détaillé les gaz à effet de serre selon les différents secteurs, mais on peut aussi les distinguer selon si ce sont des GES énergétiques ou des GES non énergétiques. Donc, des GES énergétiques, ce sont des émissions qui sont liées à la production au transport et à la consommation d'énergie. Donc, c'est tout ce qui doit avoir lieu pour qu'on puisse avoir, in fine, cette énergie. Et dans le cas du Québec, ce qu'on voit, c'est que 11% des émissions générées au Québec sont des émissions énergétiques. Puis après ça, on a 14% qui vient de GES non énergétiques du secteur de l'industrie. Donc ça, c'est parce que certaines industries, en plus d'avoir des besoins énergétiques, vont générer des réactions chimiques qui vont, par exemple, émettre du CO2. Après ça, on va avoir 10% du fait de l'agriculture. Donc là, l'explication, c'est qu'on a d'une part la digestion des ruminants qui émet du méthane et d'autre part l'épandage d'engrais azotés qui émet du protoxyde d'azote. Et ce sont tous les deux des gaz à effet de serre qui ont par ailleurs un potentiel de réchauffement global qui est plus élevé que celui du CO2. C'est-à-dire que pour 1 kg de gaz émis, ils vont contribuer davantage au changement climatique que si c'était du CO2. Et finalement, on a 5% des émissions qui sont des GES non énergétiques du fait de la gestion des déchets, puisque quand on enfouit des déchets, ils vont finir par se décomposer dans le sol et émettre du méthane. Donc, le message principal de cette page, c'est quand même que 71% des gaz à effet de serre émis au Québec le sont pour la consommation d'énergie. Ceci dit, l'empreinte carbone des différentes sources d'énergie est très variable.
Donc, quand on parle d'empreinte carbone, on regarde toutes les émissions qui doivent avoir lieu pour avoir l'énergie. Donc, on regarde l'extraction des ressources, leur transport et leur combustion, si combustion il y a. Donc, ce qu'on voit, c'est que le charbon et le pétrole sont les deux sources d'énergie qui ont la plus grande empreinte carbone, environ 900 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure généré. Après ça, on a le gaz naturel, plutôt dans les alentours de 600 grammes. Puis, les panneaux solaires photovoltaïques, environ à 50 grammes. Et puis ensuite, trois sources avec des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus faibles, qui sont l'hydroélectricité avec des réservoirs, les éoliennes et le nucléaire. Alors, pour ceux qui s'alarmeraient du fait que je viens de dire que le nucléaire avait une faible empreinte carbone, je tiens à préciser que, effectivement, quand on ne regarde que l'empreinte carbone, c'est ça qui apparaît. Ceci dit, on ne regarde pas d'autres indicateurs, comme par exemple la toxicité des sols, puis on ne regarde pas non plus les risques. C'est vraiment juste une empreinte carbone, pas une analyse de risque, ni une étude globale sur les différents impacts que ça pourrait avoir. Ensuite, on a dit que depuis tout à l'heure, on regarde les émissions qui sont générées au Québec. Donc, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation d'énergie, en fait, c'est plutôt les émissions uniquement d'utilisation qui nous intéressent et pas l'empreinte carbone totale. Donc, si on regarde les émissions d'utilisation, ça vient mettre à zéro toutes les énergies qui ne nécessitent pas la combustion de quelque chose au niveau de l'utilisation. Et puis, ça vient légèrement réduire les émissions pour les trois sources fossiles qu'on avait, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Mais ça fait quand même qu'on a une grande disparité dans les émissions selon la source d'énergie. Puis si on combine cette information-là avec l'information sectorielle qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que les secteurs qui apparaissent comme les plus émetteurs, eh bien, en fait, dépendent de la consommation énergétique de plusieurs façons. La première, c'est en fonction de la consommation totale d'énergie. La seconde, c'est en fonction des sources d'énergie qui sont utilisées. Et puis la troisième revient à regarder les GES non énergétiques dont on a parlé plus tôt. Donc, si on les prend dans l'ordre, le transport, c'était le premier contributeur au gaz à effet de serre généré au Québec, mais ce n'est pas celui qui a la plus grande consommation d'énergie. En revanche, dans sa consommation d'énergie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 97% de l'énergie qui vient de produits pétroliers raffinés. Ensuite, on a l'industrie et les déchets, donc qui est celui qui a la plus grande consommation d'énergie. Mais dans cette consommation d'énergie, il y a 43% qui vient d'électricité. Et au Québec, l'hydroélectricité, c'est 99% d'électricité. Donc, ça vient expliquer que malgré qu'il y ait la consommation énergétique la plus élevée, ça se retrouve être seulement le second contributeur aux émissions. Et au Québec, l'électricité, c'est 99% d'hydroélectricité. Puis on a vu tout à l'heure que l'empreinte carbone de l'hydroélectricité était faible et que utiliser de l'hydroélectricité générait des émissions nulles. Donc, ça explique que finalement, c'est seulement le second contributeur au gaz à effet de serre. Ensuite, on a le secteur du bâtiment. C'est un petit peu la même remarque. Malgré que la consommation totale d'énergie soit relativement élevée, puisque 61% de cette énergie vient d'hydroélectricité, au final, le secteur des bâtiments n'est responsable que de 11% des émissions générées au Québec. Et finalement, pour l'agriculture, une remarque un petit peu différente, c'est-à-dire que la consommation d'énergie est faible, mais c'est tout de même responsable de 10% des émissions générées au Québec. Ça vient des GES non énergétiques dont on a parlé tout à l'heure, donc la digestion des ruminants et l'épandage de fertilisants. C'était tout pour les émissions générées au Québec. Maintenant, on va aller regarder un petit peu ce que ça veut dire en termes d'empreinte carbone individuelle. Donc, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est de regarder les émissions qui sont générées au Québec. Donc, quand on le convertit en émissions par personne, ce qu'on fait, c'est globalement, on prend ce qui est émis par les usines situées au Québec, on divise par la population et on dit, ah bon, ça fait environ 10 tonnes d'équivalent CO2 par Québécois et par an. Sauf que quand on fait ça, on ne tient pas compte du fait que, par exemple, les alumineries du Québec vont produire différents produits qui vont en fait être exportés pour répondre aux besoins d'une population qui est située à l'étranger. Et puis, à l'inverse, on ne va pas non plus tenir compte du fait que si j'ai acheté une voiture qui a été fabriquée ailleurs, sa fabrication avait généré des émissions. Ouais. Donc, pour corriger ça, on peut aller prendre les émissions territoriales, soustraire les émissions exportées, additionner les émissions importées, et on obtient dans ce cas-là ce qu'on appelle une approche consommation. Et dans le cas du Québec, on trouve 15 tonnes d'équivalent CO2 par Québécois et par an. Donc, tout à l'heure, pour rappel, on a dit que la moyenne mondiale, c'était 5 tonnes. Donc, la question maintenant, c'est un peu de savoir comment se répartissent ces 15 tonnes d'équivalent CO2 par Québécois et par an.
Alors ici, vous avez un diagramme qui justement divise ces différentes émissions. Donc l'on voit le premier contributeur, c'est la section qui est bleu foncé, qui représente la production de marchandises. Puis elle va avec la section bleu clair, qui est le transport et le stockage de ces mêmes marchandises. Donc on constate qu'ici, on est de retour avec les empreintes carbone. Donc on ne regarde plus uniquement ce qui est généré au Québec, mais on regarde toutes les émissions qui ont dû être générées pour répondre à nos besoins individuels. Ensuite, le second contributeur, ça va être les émissions directes du fait qu'on utilise notre voiture. Donc l'achat de la production, en fait, la fin de vie et le transport de la voiture jusqu'à nous, c'était dans la section bleue. Pareil pour le carburant. Par contre, le fait que j'utilise ma voiture, c'est la section orange, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui sort du pot d'échappement. Donc ça, c'est 26% de l'empreinte carbone. Ensuite, troisième contributeur, c'est ce qui est en jaune, c'est les émissions directes du logement. Donc ça, en fait, c'est la distribution des émissions pour la personne moyenne au Québec. Donc parmi ces différentes personnes, il y en a qui ont un chauffage électrique, donc quand ils s'en servent, il n'y a pas d'émissions. Par contre, il y en a qui ont un chauffage au gaz naturel. Et au moment où ce gaz naturel est brûlé pour chauffer le logement, il y a des émissions directes, et c'est ça qui est représenté par la section jaune. Ensuite, on a les services d'hébergement et de restauration pour 6%, et le dernier pourcent pour les autres services. Donc, à droite, vous avez précisé les lieux d'émission de ces gaz à effet de serre. Donc, ce qui s'appelle émission directe, on a dit, c'est ce qui se passe quand je m'en sers. Donc, c'est vraiment uniquement au Québec. Par contre, pour tout ce qui va être production de marchandises, donc ça peut être l'électronique qu'on achète, ça peut être ma voiture, ça peut être mes vêtements, ça peut aussi être ma nourriture. Ça, c'est soit au Québec, soit dans le monde entier, selon d'où viennent les choses. Voilà pour l'empreinte carbone individuelle au Québec. Je vais laisser la parole à Cédric pour la seconde partie. Moi, je vais vous parler du fait que le Québec s'est engagé dans les accords de Paris et dans ce cadre-là, il s'est engagé à diminuer ses gaz à effet de serre. Je vais vous faire donc un portrait de ce qu'il faut faire et je vais appuyer pour ça sur le rapport de Helsinki. Je vais vous faire un portrait sectoriel et essayer de voir quelles sont les différentes solutions sectorielles qu'on présente au Québec. Ici, on va s'intéresser uniquement à une approche territoriale. Donc, on ne parlera que des 10 tonnes par Québécois et par an, et pas des 15 tonnes par Québécois et par an. Et donc, la trajectoire de réduction, idéalement, il faudrait aussi qu'elle s'applique à la partie d'importation de nos produits. Donc, pour pouvoir savoir quel est l'objectif, parce que l'objectif des accords de Paris, c'est que la température du globe à l'horizon 2100 ne dépasse pas les 2 degrés Celsius supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour ça, on s'appuie sur les scénarios du GIEC. Donc, le GIEC a prévu plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les RCP, Representative Concentration Pathway. Et pour chaque scénario d'émissions de gaz à effet de serre, ils ont prédit l'évolution de la température du globe grâce à des modèles climatiques. Et donc, on s'aperçoit que le seul scénario qui permet de rester en dessous de 2 degrés, c'est le scénario qu'on appelle RCP 2.6. En fait, le 2.6, ça correspond au forçage radiatif supplémentaire lié à nos émissions de gaz à effet de serre. C'est 2.6 watts par mètre carré sur la surface de la Terre. Et donc, on s'aperçoit que sur ce scénario-là, ça veut dire que nos émissions de gaz à effet de serre, en gros, tombent à zéro aux alentours de l'horizon 2050 et ont un pic en 2020. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est engagé pour les accords de Paris. Donc, si on essaye de regarder ça de façon historique par rapport aux différents engagements qu'ont pris le Canada, on s'aperçoit qu'on a surtout fait beaucoup de promesses, mais qu'on n'a globalement pas agi. Parce qu'on peut s'apercevoir qu'en gros, on a eu 4 grands accords internationaux, qui sont le sommet de Rio, le protocole de Kyoto, les accords de Copenhague et les accords de Paris. Donc, vous voyez en carré rouge les promesses que le Canada a fait en termes de réduction de gaz à effet de serre à ces différents sommets internationaux et la courbe en vert de nos émissions historiques. Et donc, on peut voir d'ailleurs assez ironiquement qu'on a promis en Copenhague des émissions pour 2020 qui correspondaient à nos promesses qu'on a faites en Rio en 2000. Donc, on voit que jusqu'à présent, on n'a jamais tenu nos engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, si on veut tenir les engagements de Paris, ça correspond à une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre de moins 4% par an, donc ce qui va correspondre à moins 38% en gros à l'horizon 2030, moins 80% à l'horizon 2050.
Alors, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, donc là, je remonte avant 1990, qui était la courbe qui était présentée, donc on remonte jusqu'aux années 60, et on regarde les émissions territoriales de gaz à effet de serre en millions de tonnes équivalent CO2, donc essentiellement le CO2, un peu de méthane et de protoxyde d'azote. Donc on voit qu'il y a différentes périodes. Premièrement, entre les années 1960 et en gros le début des années 70, qui correspond au premier choc pétrolier, on était à une augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 2% par an. Suite au premier choc pétrolier, on a continué à augmenter nos émissions, mais plus à un rythme un peu plus lent, plutôt de l'ordre de plus 1% par an. Et en gros, depuis les années 2000, on est à plus 0% par an. Mais on n'est pas encore dans une phase de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On n'a fait que augmenter depuis les années 60. Alors, si on regarde d'un peu plus près, quelles sont les périodes où, pendant un court instant, on a réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans le passé. Donc, j'ai regardé à quel moment, sur 3 ans consécutifs, on avait une réduction un peu significative. Et on s'aperçoit c'est le cas au début des années 80, ce qui correspond au deuxième choc pétrolier et la mise en service de nombreuses centrales nucléaires au Canada et le début de la mise en marche de nos grands barrages hydroélectriques au Québec. Donc le nucléaire, c'est essentiellement en Ontario. Ce sont 2 sources qu'on a vues qui ont une empreinte carbone très faible. Donc, ces 2 grands programmes-là ont largement décarboné notre production électrique au Canada. On a réussi, en moyenne, sur 3 ans, à faire une réduction de moins 2,8% par an. Je vous rappelle que l'objectif pour Paris, c'est moins 4% par an. Et puis, il y a eu une deuxième période où on a eu une chute, et ça correspond à la conséquence de la crise de 2008, où là, pendant 3 ans, on a eu une réduction de moins 2,2% par an. Donc, la première, c'est surtout lié à une évolution technologique. La deuxième, c'est plutôt lié à une réduction de l'activité économique. Parce que comme vous avez vu dans la première séance, une relation forte entre énergie et économie, et donc entre émissions de gaz à effet de serre et économie. Donc je vous rappelle, les objectifs pour Paris, c'est moins 4% par an. Donc si on fait ça au niveau du Québec, donc on voit que nous, au niveau du Québec, entre 90 et 2017, on a légèrement réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Mais comme le disait Estelle, c'est essentiellement lié à l'efficacité énergétique et c'est pas vraiment à la hauteur des engagements qu'on devrait. Donc à partir de maintenant, il faudrait qu'on soit sur une cible de moins 4% par an, donc moins 37% à l'horizon 2030 et moins 80% à l'horizon 2050. Donc maintenant, je vais vous faire un portrait et les solutions sectorielles du Québec. Comment est-ce qu'on pourrait tenir les engagements de Paris et dans quoi est-ce qu'il faut qu'on s'engage? Donc pour ça, je me suis appuyé sur le scénario Dunsky. Donc Dunsky, c'est une firme qui était experte en énergie et qui a été mandatée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et qui a été financée par le Fonds vert. Et donc, je m'appuie sur leur rapport final qui s'intitule « Trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre du Québec, horizon 2030 et 2050 ». Je le répète, c'est un objectif politique qui s'attaque que aux émissions territoriales et pas à l'empreinte carbone. Donc, c'est à nos 10 tonnes de CO2 par habitant et par an. Donc, si on redécoupe, comme on l'a déjà présenté, nos différentes gaz à émissions de serre, donc on a essentiellement le premier contributeur, les transports, puis l'industrie, les bâtiments, et enfin l'agriculture et les déchets. Donc, on voit sur les histogrammes en dessous la trajectoire qui est prévue, et on voit que l'essentiel de l'effort est porté par une réduction massive des gaz à effet de serre émis par le secteur des transports, et essentiellement un petit peu pour les déchets, et puis une réduction plus modeste au niveau de l'industrie. Donc, pour cette trajectoire de moins 4% par an, c'est ce qu'on avait prévu, ce qu'on prévoit d'observer suite à l'effet de la Covid. L'effet de la Covid étant une trajectoire non choisie, c'est un ralentissement économique qui diminue nos émissions de gaz à effet de serre. À noter que le scénario proposé par Dunsky ne respecte même pas les accords de Paris, puisqu'il table sur une réduction de moins 75% en 2040. Je viens de récupérer le micro. Donc, je disais que le scénario de Dunsky ne respectait même pas les accords de Paris, puisqu'il prévoit moins 75% en 2050, alors que les objectifs de Paris, c'est plutôt moins 80, moins 85%.
Donc, en réalité, en plus de ce que propose Donsky, il faudrait faire soit de la séquestration et de la capture de carbone, CFC, soit plus de sobriété, c'est-à-dire consommer moins pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le scénario Donsky, avec ces objectifs qui ne respectent même pas Paris, disent qu'il va falloir des mesures économiques et réglementaires vigoureuses pour pouvoir atteindre ces objectifs, et que d'un point de vue strictement technologique, c'est-à-dire d'efficacité énergétique ou de mutation technologique des différents procédés, il est possible d'atteindre la cible de 2030, mais le recours seul aux technologies ne suffit pas à atteindre l'objectif à long terme de 2050. Ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on repense la façon de consommer. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, le scénario de Donsky prévoit qu'il va falloir faire des investissements de 1,7 milliard de dollars par an pour la période jusqu'à 2030, puis 9,8 milliards par an entre 2030 et 2050. Pour vous donner ce qu'a annoncé actuellement le gouvernement du Québec, le plan vert était chiffré à 1,34 milliard de dollars par an et estime qu'il va couvrir 42% des objectifs à l'horizon 2030. Dans les promesses gouvernementales, on n'est pas encore sur le scénario Donsky. Donc, je reprends le petit portrait qu'avait fait Estelle sur nos différentes sources de gaz à effet de serre. Donc, 43% le transport, 30% l'industrie. Et la taille de chacune de ces carrés est représentative de la quantité de gaz à effet de serre émis. Et j'ai mis en rouge les gaz à effet de serre qui sont d'origine énergétique. Et donc, on compare la partie énergétique. On voit que 40% de notre énergie est électrique et elle couvre une partie des besoins de l'industrie et du bâtiment. Le pétrole, en fait, c'est autant que l'électricité et il est essentiellement consommé par le transport et un petit peu par l'industrie. Donc, on voit que le pétrole, en fait, est responsable de l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre, puisque l'électricité couvre 40% de nos besoins en énergie, alors qu'elle ne représente que 0,3% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on comprend que le scénario Donsky se propose beaucoup de remplacer le pétrole par de l'électricité dans notre consommation finale d'énergie au Québec. Alors, quand on parle d'énergie, en fait, le portrait n'est pas tout rose parce que pour l'essentiel des Québécois qui sont connectés au réseau d'Hydro-Québec, on consomme effectivement essentiellement de l'hydroélectricité, donc avec une empreinte carbone très faible. Mais il y a des communautés isolées hors réseau, que ce soit dans le Grand Nord ou par exemple les îles de la Madeleine. Et donc pour ces 44 communautés isolées qui représentent 35 000 habitants, on a une consommation électrique de 150 gigawatts par an et qui est produit essentiellement avec des centrales au diesel et qui donc produit 36 000 tonnes de CO2 équivalent par an suite à la combustion de ce diesel, soit l'équivalent de 1 tonne par habitant pour le poste d'électricité, ce qui est en fait 33 fois plus élevé que la moyenne québécoise. Et donc ça, c'est essentiellement parce qu'eux n'utilisent pas l'hydroélectricité, mais du diesel, sachant que ce 1 tonne par habitant ne compte même pas le fait d'acheminer le diesel sur ces zones-là, mais juste le fait de le brûler pour produire de l'électricité. Alors, le scénario Donsky en termes d'énergie, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors, essentiellement, il prévoit une stabilisation de notre consommation énergétique entre 2015 et 2050. Donc, en gros, on va consommer autant d'énergie en 2050 qu'en 2015. Mais en revanche, on ne va pas consommer la même énergie. Parce que jusqu'à présent, on a une bonne partie qui vient de produits pétroliers de charbon pour la moitié. Et cette partie-là serait remplacée essentiellement par l'électricité. Donc, la partie grise remplacée par la partie bleue. Alors pour ça, on a un certain nombre d'atouts au Québec. De un, notre électricité est sobre en carbone, notamment grâce à l'hydroélectricité. Une bonne partie de nos chauffages est déjà électrique. On ne fait pas d'extraction d'énergie fossile, donc se passer du pétrole, c'est se passer d'importation, donc c'est bon pour nous. Et on a des ressources hydroélectriques abondantes, on a aussi des ressources éoliennes abondantes. Et on a une expertise en énergie renouvelable et en électrification. Donc on a tous les atouts nécessaires pour faire la transition énergétique.
Alors, comme on remplace du pétrole par de l'électricité, ça veut dire qu'il va falloir produire plus d'électricité, puisque je vous rappelle que notre consommation énergétique prévue dans le scénario de ski est la même entre 2015 et 2050. Donc, par conséquent, il va falloir qu'on produise l'énergie sous forme électrique sur le territoire québécois, plutôt que d'importer du pétrole. Et donc, pour ça, on va augmenter significativement notre production électrique via l'augmentation d'hydroélectrique, mais aussi de renouvelables sauf hydro, donc essentiellement de l'éolien et un petit peu de solaire, et une augmentation de la biomasse. Pour la partie électrique, ça correspond à une augmentation de 2% de nos capacités de production entre 2015 et 2030, 2% par an, puis 3% par an entre 2030 et 2050. Alors, pour donner un ordre d'idée à quoi ça correspond, le petit carré bleu foncé, ça correspond à l'augmentation de notre capacité de production via la construction du complexe de la Romaine et qui coûte 8 milliards d'euros. Donc, en réalité, il faudrait conduire 6 fois la Romaine d'ici 2030 pour pouvoir combler notre augmentation de demande électrique. Donc ça, c'est dans notre cycle où on continue à consommer autant d'énergie au Québec. Donc pour revenir maintenant, comment est-ce qu'on pourrait décarboner notre secteur énergétique? Donc essentiellement, ça se fait sur les parties des communautés isolées, d'accord, qui consomment 36 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors pourquoi c'est critique pour eux? Alors d'une part, ils sont en première loge en termes d'impact du réchauffement climatique, puisque le réchauffement est 2 fois plus rapide dans les latitudes élevées. Par ailleurs, ne plus brûler du diesel dans ces communautés isolées et lointaines, c'est aussi éviter du transport par avion et bateau et camion pour le diesel qu'on apporte. Par ailleurs, le diesel, c'est des risques élevés de fuite dans les écosystèmes qui sont fragiles et encore protégés. C'est une source importante de problèmes de santé via les nuisances sonores et olfactives notamment. Et il y a un très élevé de l'électricité pour ces consommateurs. Donc, quelles sont les pistes de solutions? Essentiellement, c'est d'intégrer du renouvelable, que ce soit du solaire et de l'éolien. Donc, quand je parlais de communautés isolées, il y a aussi des installations industrielles isolées comme les mines. Et donc, notamment, l'installation, par exemple, de 2 éoliennes d'une puissance de 6 MW à la mine Raglan a permis d'éviter l'émission de 13 500 tonnes de CO2 par an, soit 4,2 millions de tonnes de CO2 depuis l'installation de ces éoliennes. Donc, le fait d'installer des sources d'énergie bas carbone dans ces communautés isolées est une bonne solution pour décarboner notre secteur énergétique au Québec. Une autre solution, c'est d'avoir des micro-réseaux intelligents qui combinent à la fois du solaire et de l'éolien, donc bas carbone, du stockage sous forme de batterie et en backup, un générateur diesel qui est utilisé quand les batteries sont vides, qu'il n'y a plus de vent et plus de soleil, ce qui est donc du coup réduit sensiblement l'utilisation à plein temps de la production électrique nécessaire à la vie. Alors, si on parle du secteur de l'industrie, donc qui représente 30% de nos émissions, donc si on détaille un peu d'où proviennent ces émissions, le premier poste, c'est les alumineries québécoises, pour 32%. Le deuxième poste, c'est les autres industries manufacturières. 12%, ça vient des raffineries. 9% du ciment, et enfin, à égalité, les mines et les pâtes et papier, avant les autres secteurs. Dans la répartition des gaz à hémisphère de la partie industrielle, il y a la moitié qui sont des gaz à effet de serre de type énergétique et la moitié qui sont liés aux procédés. Et c'est nettement plus compliqué de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau de nos procédés, beaucoup plus facile sur la partie énergétique, ce qui explique pourquoi la réduction des gaz à effet de serre du secteur industriel est beaucoup plus modeste que celle des transports. Et donc l'objectif pour 2050, c'est passé de ces 27 millions à 13 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Alors essentiellement, sur quoi on va s'appuyer? On va utiliser du gaz et de l'éolien et de la biomasse pour remplacer nos besoins énergétiques qui utilisent du charbon ou du pétrole. Et on va faire des changements de procédés, donc notamment dans les alumineries, l'utilisation d'anodes linéaires. Donc là, c'est plus au niveau du procédé industriel de l'aluminium où on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et la substitution du clinker pour la fabrication du ciment. Donc, voici les pistes proposées par le scénario de l'ISCRI pour réduire l'émission de gaz à effet de serre du secteur industriel québécois.
Si on parle des transports, donc, qui est en fait la plus grosse part du gâteau et celle qui finalement sur laquelle va porter le plus gros effort en termes de réduction de gaz à effet de serre. Actuellement, c'est 43% de nos émissions, 34 millions de tonnes équivalent CO2. Et donc, dedans, il y a à peu près la moitié qui vient des véhicules personnels. Et si on regarde les véhicules personnels, en termes de kilomètres passagers parcourus, on s'aperçoit que 95% de notre flotte de véhicules personnels en 2015, c'est de l'essence et du diesel. Donc, ce qui explique pourquoi on émet autant de CO2 dans le secteur des transports. Pour la partie transport de marchandises, donc c'est pour la moitié le carburant de nos camions et l'autre partie, c'est des émissions hors route, bateaux et avions. Je ne parle pas du transport aérien qui représente des voyageurs qui représentent 6%, parce qu'il n'y a pas réellement de solution pour réduire ces émissions-là, si ce n'est d'arrêter de prendre l'avion. Alors l'objectif dans le scénario Dunsky, c'est qu'on passe de 34 millions de tonnes équivalent CO2 par an à zéro à l'horizon 2050. Donc ce qui est déjà prévu dans le plan vert, c'est déjà une prime à l'achat des véhicules électriques et l'interdiction de vendre des véhicules électriques. L'interdiction de vendre, pardon, l'interdiction de vendre des véhicules non électriques neufs à l'horizon 2030. Donc l'impact pour le scénario Dunsky, pour pouvoir arriver à ce scénario-là, la composition du parc automobile, elle doit évoluer de la manière suivante. Elle doit, en termes de milliers de véhicules, donc à l'heure actuelle, 4500 milliers de véhicules essence, qui passent à une centaine, en gros, à l'horizon 2050. Et l'essentiel étant maintenant des véhicules individuels électriques, hybrides branchables ou hybrides, et quelques-uns à l'éthanol, qui est un biocarburant. Pour le transport des marchandises, alors c'est plus compliqué d'électrifier les camions. On s'appuie d'une part sur l'électrique plutôt pour les camions légers, mais pour les camions plus lourds, on va utiliser de la bioénergie pour réduire l'impact CO2 des marchandises. Et comme je disais, pas vraiment de solution pour l'avion, donc j'en ai pas parlé. Pour le bâtiment, donc qui représente 11% de nos émissions de CO2, 9 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Alors, essentiellement, ça provient du chauffage des bâtiments. 60% à l'heure actuelle des bâtiments sont chauffés à l'électricité, 30% gaz et pétrole et 10% bois. À signaler que brûler du bois, à partir du moment où vous brûlez du bois que vous replantez, c'est carboneux. Alors, sur ces bâtiments-là, en fait, c'est pas tout à fait le même portrait au niveau résidentiel qui correspond à 90% des dépenses énergétiques que la partie commerciale et institutionnelle. Autant au niveau résidentiel, 75% de nos systèmes de chauffage sont bas carbone, électricité et bois, alors que c'est plutôt l'inverse au niveau commercial et institutionnel, où 75% des bâtiments commerciaux et institutionnels sont chauffés au gaz et au pétrole. Donc, s'il y a un effort à faire au niveau résidentiel, il est surtout aussi à faire au niveau commercial et institutionnel. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, l'intensité carbone de se chauffer donc, aux énergies fossiles, charbon, mazout, gaz, sont nettement plus importants que se chauffer au convecteur et pompe à chaleur. Alors ici, c'est l'intensité carbone pour le Québec. Parce qu'évidemment, si vous étiez dans un pays qui fabriquait son électricité avec le charbon, l'intensité carbone d'un convecteur électrique ou d'une pompe à chaleur électrique serait nettement plus élevée. Et dans le cas du carbone, dans le cas de Québec, où l'intensité carbone de l'électricité est très faible, c'est très intéressant de passer au chauffage électrique. Alors, d'après Hydro-Québec, une petite maison consomme environ 50 kWh par jour. Sur ces 50 kWh par jour, il y en a 32 qui sont dédiés au chauffage, 8 qui sont dédiés au chauffage de l'eau. Donc, essentiellement, vous avez 40 kWh de vos 50 kWh qui servent à chauffer, ou de l'air ou de l'eau. Donc, si vous avez une maison qui chauffait son eau et son air au charbon, vous émetteriez 6 tonnes de CO2 par an pour cette petite maison-là, alors que si vous aviez une pompe à chaleur électrique, ça serait 60 fois moins, c'est-à-dire 0,1 tonne de CO2 par an. Vous voyez ici tout l'impact de changer la façon dont on chauffe. Les 8 kWh qui proviennent des appareils ménagers et les 2 kWh qui proviennent de l'éclairage, c'est de la consommation électrique de toute façon, donc c'est bas carbone.
Donc, l'objectif du scénario Dunsky, c'est de passer de 9 millions de tonnes CO2 équivalent par an actuellement à 5 en 2030, puis 2 en 2050. Et ça passe essentiellement par l'électrification du système de chauffage. Encore mieux si on utilise une pompe à chaleur plutôt des radiateurs, et une réduction de notre consommation énergétique pour nos maisons avec une isolation. On consomme moins d'énergie, on émet moins de CO2. Pour l'agriculture, donc, qui correspond à 10% de nos émissions, donc 8 millions de tonnes équivalent CO2. Alors, il y en a 40% qui viennent de la fermentation entérique, c'est-à-dire essentiellement le rôt de nos vaches qui produisent du méthane, 30% qui viennent de la décomposition du fumier et 30% qui viennent de la gestion des sols, c'est-à-dire en fait les engrais et donc le protoxyde d'azote. Donc le scénario Dunsky, qu'est-ce qu'il prévoit? Essentiellement de changer l'alimentation des vaches pour réduire un peu la fermentation entérique, améliorer la gestion du fumier pour en fait, récupérer le méthane émis par le fumier, donc la biométhanisation. On voit une réaugmentation entre 2030 et 2050, c'est essentiellement parce qu'on a l'objectif de produire plus de notre nourriture sur le sol québécois. Mais ça, donc, du coup, si c'est mauvais pour nos empreintes locales, en fait, c'est bon pour notre empreinte globale. Si la nourriture québécoise émet moins de CO2 que la nourriture qu'on aurait importée. Tout dépend évidemment. Si vous passez des tomates de Floride au bœuf du Québec, c'est pas bon. Pour nos déchets, qui correspondent à 6% de nos émissions, donc en fait 6 millions de CO2 équivalent par an, il y en a 5 millions qui vient de la décomposition en méthane des déchets qu'on enfouit, et 1 qui provient du compostage, du traitement des eaux et de l'incinération. Donc le but, c'est de réduire à zéro ces émissions-là, sachant que si on ne fait rien, Dunsky prévoit que ces émissions-là doubleraient sans effort politique important et réglementaire. Donc essentiellement, c'est faire de la biométhanisation pour récupérer le méthane du site d'enfouissement et améliorer le compostage. Et donc à l'horizon 2050, on est divisé par 6 les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement de nos déchets. Donc, si on veut parler en termes d'argent, combien ça coûte d'éviter toutes ces tonnes de carbone à l'horizon 2050? Alors, on voit qu'il y a certaines tonnes évitées qui coûtent assez peu cher, donc moins de 100 $, comme par exemple le captage du méthane et du compostage sur nos déchets, et que, en revanche, l'électrification du transport routier et ferroviaire coûte nettement plus cher, on parle plutôt de 1 000 $ la tonne. Donc, en moyenne, pour arriver à nos objectifs de 2050, la moyenne, c'est de 220 $ la tonne. Alors, évidemment, c'est pas des dollars de 2050, hein, c'est des dollars de maintenant. Donc, c'est corrigé avec l'inflation. Et donc, 220 $ de tonnes par an, pour vous donner une idée, puisque notre empreinte actuelle est de 15 tonnes par an, ça correspondrait donc à un effort de 3 300 $ par Québécois et par an pour arriver aux objectifs de Dunsky, qui ne sont même pas les objectifs de Paris, donc moins 75% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. À toi, Estelle. Ok, ça fait beaucoup de chiffres. J'espère que vous avez encore un petit morceau de cerveau de disponible pour la fin. Donc, puisque là, on a abordé des solutions sociétales, ce n'est pas forcément des choses qu'on peut concrètement, individuellement mettre en application tous les jours. Donc, l'idée, c'est d'aller recentrer un petit peu ça sur, à l'échelle individuelle, quelles sont les actions qu'on peut prendre et qui seraient efficaces. Donc, tout à l'heure, on a regardé d'où vient notre empreinte carbone au Québec. Et donc, maintenant, l'idée, ça va être de reprendre chacune des grandes contributions, donc les 3 plus grandes, et d'aller voir pour chacune d'entre elles quelles sont les actions efficaces qui peuvent être mises en place. Donc, le premier contributeur à l'empreinte carbone des Québécois, on a dit tout à l'heure, c'est la production, le transport et le stockage de marchandises qui représentent 57% de l'empreinte. Donc, bien évidemment, de manière générale, ce qui est le plus efficace, c'est de réduire son niveau de consommation. Donc ça peut être acheter moins, par exemple, de vêtements. Ça peut aussi être acheter de seconde main, puisque dans ce cas-là, la production d'un même item va servir à plusieurs personnes. Ou alors, ça peut vouloir dire changer de cellulaire moins souvent, etc. Ceci dit, cette catégorie bleue inclut également l'alimentation, parce que l'alimentation, ça a été évalué comme étant environ 2,5 tonnes d'équivalent CO2 par Québécois et par an, c'est-à-dire 17% de l'empreinte. Mais bon, là, comme action, je ne vais pas aller vous dire de ne plus manger ou de moins manger.
Donc, on va faire un petit focus sur que faire dans le cas de l'alimentation. Ici, vous avez les différentes contributions à l'empreinte carbone de notre alimentation au Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que le plus grand contributeur, c'est ce qui est en rouge, en rose foncé et en rose pâle, c'est-à-dire la production, la transformation et la distribution des aliments, qui représente au total 82% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Donc, en fait, une action efficace, ça va être d'essayer de réduire cette part-là, donc d'aller choisir des types d'aliments qui vont avoir une intensité carbone plus faible, ou bien de faire attention aux quantités qu'on achète, puisque effectivement, il y a une certaine partie des aliments qu'on achète que finalement on gaspille. Et donc, ce gaspillage alimentaire est responsable de 20% de l'empreinte carbone de l'alimentation au Québec, dont 16% sont représentés en rose foncé ici, c'est-à-dire c'est le fait qu'on ait dû produire ces aliments en fait. Et le 4% restant est inclus dans la section orange, et c'est le traitement de fin de vie de ces éléments gaspillés, de ces aliments gaspillés. Donc, l'action principale, c'est bien évidemment d'éviter de gaspiller, puisqu'on remarque que le fait de composter ce qu'on jette n'agit que sur le 4% qui est en orange et pas sur les 16% qui est la production des aliments gaspillés. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'une des actions possibles, ça pourrait être de sélectionner des types d'aliments qui ont une intensité carbone plus faible. Donc, ici, vous avez les informations de ce qui est concrètement acheté par les Québécois sur une année, donc en termes de kilogrammes. Puis en vert, vous avez ces kilogrammes et en pourcentage des kilogrammes totaux achetés par an. Et en rouge, c'est la contribution à l'empreinte carbone de l'alimentation. Donc là, au lieu de diviser l'empreinte carbone de l'alimentation selon les différentes étapes du cycle de vie, on les divise selon les différents types d'aliments. Et donc, ce qu'on voit principalement, c'est que les viandes et poissons, ça représente 7% de ce qu'on achète, mais ça représente 36% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Puis à l'inverse, si on regarde la ligne juste au-dessus, les fruits et légumes, ça représente 19% de ce qu'on achète et seulement 9% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Donc, une action qu'on peut déduire de ça, c'est que réduire la part de viande au profit des fruits et légumes dans notre panier d'épicerie permettrait de réduire l'empreinte carbone de notre alimentation. Ensuite, on avait le secteur des transports. Donc, le transport, ça joue à la fois sur la catégorie bleue, puisque dans la catégorie bleue, on a dit qu'on avait la production, le transport et la fin de vie de la voiture. Puis, on a aussi la production et le transport du carburant qu'on met dans la voiture. Puis, on a la section orange, qui est, comme on a dit tout à l'heure, le fait d'utiliser cette voiture et donc d'émettre des gaz à effet de serre pendant qu'on la conduit. Donc, l'action dont on entend le plus parler par rapport au transport personnel, c'est de passer d'une voiture conventionnelle à une voiture électrique. Là, si on regarde la totalité du cycle de vie, donc en incluant la production, l'utilisation, la fin de vie, etc., ça permet une réduction de 65% de l'empreinte carbone du transport, pour du transport au Québec, donc avec de l'hydroélectricité, et si on suppose qu'on garde notre voiture pour une utilisation sur 150 000 km. Ceci dit, ce n'est pas la seule action qui est possible. Si on y pense bien, au final, si au lieu de prendre ma voiture toute seule, je covoiture à deux, ce que je suis en train de faire, c'est de réduire la partie orange en deux, puisqu'on utilise une seule voiture, donc les émissions directes, on les divise entre les deux personnes qui sont dans la voiture. Et puis, si on étire un petit peu ce raisonnement-là, un autobus, au final, ça ressemble un petit peu à un très gros covoiturage. Des transports en commun qui seraient électriques seraient encore plus sobres en carbone. Et puis, finalement, évidemment, le vélo et la marche ont des empreintes carbone négligeables, puisqu'en plus de ne pas avoir d'émissions directes, donc pas de orange, il y a peu ou pas d'infrastructures de nécessaire. Et puis la dernière section, c'était le chauffage. Donc comme Cédric en a parlé, évidemment l'action ici c'est de chauffer électrique, puisqu'au Québec on a de l'hydroélectricité. Et donc ce 9%-là, pour rappel, c'est donc une moyenne au Québec et ça vient uniquement des foyers qui se chauffent au gaz et non à l'électricité. Donc ça fait beaucoup d'idées d'action. Ça peut être un petit peu mêlant. Donc, comment on pourrait prioriser tout ça? Le premier critère, c'est bien évidemment leur efficacité dans la réduction de l'empreinte carbone. Donc, par exemple, le fait de passer d'une voiture conventionnelle aux 100 voitures est plus efficace que d'avoir un régime alimentaire à base de végétaux, qui lui-même est plus efficace que de recycler ses déchets, par exemple. Ceci dit, il faut aussi tenir compte du fait que chaque action va demander un niveau d'effort différent à chaque personne, et donc il ne faut pas tomber dans le côté obscur et aller juger son voisin. L'objectif, c'est vraiment de réussir à rester bienveillant là-dedans et donc de faire à chacun ce qui nous est accessible.
tout en ayant conscience du potentiel de réduction que tout ça peut avoir. Donc pour conclure sur tout ce qu'on a pu dire, en fait, idéalement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est d'enclencher un cercle vertueux entre nos actions individuelles et les choix sociétaux, c'est-à-dire que nos actions individuelles poussent certains choix sociétaux, comme par exemple le fait de davantage prendre son vélo. Si on a plus de cyclistes, ça va davantage encourager la mairie à mettre en place des pistes cyclables. Et puis s'il y a plus de pistes cyclables, ça va davantage encourager les gens à prendre le vélo, etc. Et c'est quelque chose qui marche pour beaucoup d'actions qu'on a pu mentionner depuis tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on va passer à la période de questions. Merci beaucoup Estelle et Cédric. Donc voilà, pour ceux qui auraient des questions, donc soit vous pouvez prendre la parole ou alors les inscrire dans le chat. Et comme ça, Estelle et Cédric pourront y répondre. Avec plaisir. Oui, j'ai une question concernant les autos. C'est parce que là, je vois que vos modèles sont faits sur une croissance énergétique, c'est-à-dire qu'on parle de genre, quand on parle de 2050, on parle d'une croissance continue, sachant que les automobiles, bon, on s'entend, électriques proviennent du cobalt qui proviennent d'enfants en esclavage en Afrique. Y a-t-il moyen de pouvoir réduire nos GES sans exploiter les enfants dans un modèle capitaliste? En fait, j'essaie de voir, est-ce que la croissance est nécessairement la bonne voie? Qu'est-ce que vous en pensez? La croissance en soi, moi j'en pense que c'est tout sauf la bonne voie, puisque peu importe qu'on fait, si on le fait plus, c'est sûr qu'on va générer des impacts plus importants. Et puis c'est certain aussi, comme tu le mentionnais, qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui comptent. Il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Et au-delà de ces problèmes environnementaux, il y a aussi des enjeux sociaux et éthiques, comme tu mentionnais, sur l'exploitation d'enfants dans l'extraction de certains métaux rares. Donc effectivement, les voitures électriques, ça permet de réduire l'empreinte carbone, puis c'est juste ça qu'on a dit. Ceci dit, c'est aussi vrai que ça utilise du cobalt qui est un matériau rare, que ce matériau rare pourrait être utilisé sans doute pour autre chose. Donc il y a aussi beaucoup de questions en fait éthiques derrière. Et puis ça, je ne pense pas avoir la réponse ultime là-dessus, mais c'est certain que je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut y penser et faire des études qui soient multi-indicateurs le plus possible pour vraiment essayer de ne pas manquer de problèmes. Cédric, est-ce que tu voulais compléter? Oui, alors juste pour corriger, ce qu'on a présenté, c'est le scénario Dunsky. C'est un des scénarios possibles. On a présenté celui-là parce que d'une part, il a été payé par le gouvernement du Québec et c'est une étude sérieuse. Ils ont vraiment regardé les choses, mais c'est un scénario. Ça ne veut pas dire que ça doit être le scénario qu'on fait. Et au moins, ça permet d'éclairer le débat en disant, ben voilà, si on veut maintenir notre croissance économique, voilà les efforts qu'il faut faire. Sachant que le scénario lui-même dit que c'est pas possible d'arriver en 2050 à respecter les accords de Paris en faisant uniquement du remplacement technologique. Il va falloir faire autre chose. Et moi, ce que je sous-entends par autre chose, c'est sobriété. Donc, oui, la technologie, le remplacement technologique est une partie de la solution, mais c'est sans doute pas suffisant. Donc, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Merci. Merci pour la question. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Bonjour, j'ai raté le début et je me demandais d'où venaient les données sur les différentes sources d'émissions de GES. Aussi, est-ce que cela prend en compte l'empreinte carbone cachée, c'est-à-dire les biens et services produits à l'extérieur de la province? Alors, si je considère que cette question est valable pour le graphique sur les émissions du Québec, la source, elle était citée en dessous. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Je pourrais remonter si tu veux. Mais en tout cas, la présentation est enregistrée, donc tu pourras retourner dessus puis voir. Normalement, il y a même le lien vers la source. Et puis, est-ce que ça prend en compte l'empreinte carbone cachée? Non, ce sont les émissions qui sont générées au Québec. C'est la section où on parlait d'empreinte carbone individuelle qui prend en compte les émissions cachées. Juste pour rappeler le chiffre, c'est 10 tonnes par Québécois et par an si on regarde juste la production locale, et c'est 15 tonnes par Québécois et par an si on soustrait nos émissions importées et qu'on ajoute soustrait nos émissions exportées et qu'on ajoute nos émissions importées. Voilà. J'espère que ça répondait.
Justement, juste pour rebondir, Cédric, sur ce que tu viens de souligner par rapport aux émissions individuelles, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement, les émissions dépendent du revenu, essentiellement. Donc, il y a vraiment, plus on est riche, plus on va tendance à consommer des biens et des services qui sont plus énergivores. Et donc, quelles sont, d'après vous, les solutions pour essayer de rééquilibrer cette inégalité de fait? Et d'autant plus que la plupart des gens prennent la voiture, enfin, par exemple, pour le transport domicile-travail, ce sont des émissions contraintes. Comment essayer de résoudre ces deux parties-là du problème? Est-ce que tu veux y aller ou est-ce que j'y vais? Alors c'est tout à fait vrai que en moyenne, plus on est riche, plus on émet. Que ce soit en termes de pays ou en termes individuels. D'ailleurs, le Canada fait partie des pays riches et émet 20 tonnes par habitant, alors que la moyenne mondiale est de 5 tonnes par habitant. Ceci dit, c'est une moyenne. Ça veut dire on peut très bien aussi être riche et ne pas s'amuser à partir en vacances en avion à nos moindres vacances. Donc il est possible de dépenser son argent de façon plus sobre en carbone à partir du moment où on est au courant de nos empreintes carbone. Je veux dire, chaque dollar dépensé n'émet pas autant de carbone. Si vous dépensez 100 dollars en légumes, ça émet moins de CO2 que 100 dollars de légumes. Mais il faut être au courant de nos empreintes carbone. Ceci dit, je pense que c'est essentiellement aux riches de faire un effort. Quand je dis aux riches, le salaire minimum au Québec, c'est quelqu'un de riche à l'échelle de la planète. C'est plus facile de faire des efforts quand on est riche aussi. Plus on est pauvre, plus on a des postes de consommation qui sont contraints. Oui, surtout que les efforts à faire, ils sont au Canada, donc ils dépendent de la situation au Canada, pas forcément du reste du monde, quoi. Donc, j'imagine il y aura à un moment donné sans doute un transfert de richesse à faire. Peut-être, comme Piketty l'a affirmé dans son dernier livre, faire un peu progressif, justement pour résoudre ces problèmes d'inégalité qui se répercutent sur les émissions. Donc, en tout cas, Oui, Ouais, en mais tout moi cas. j'aime bien ta question, Hugo. Puis il y a quand même quelque chose qui m'a gêné dedans, c'était quand tu disais que quand on est plus riche, on a tendance à consommer des choses qui sont plus intenses en carbone, mais c'est surtout on a tendance à consommer plus tout court en fait. oui, non. C'est pas qu'une question d'intensité. Puis effectivement, il y a une étude, je pourrais te l'envoyer si tu veux, qui a regardé l'évolution des émissions donc en empreinte, donc qui inclut les émissions cachées pour tous les postes de consommation individuelle. Puis ça montrait que globalement, ça évolue linéairement avec le salaire, sauf pour l'alimentation où c'est à peu près stable. Donc oui, tout à fait, il y a ce genre d'inégalité sociale. Puis ça se voit aussi, ça on n'en a pas parlé, mais ça existe, dans la définition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Parce que ces objectifs-là, ils sont basés sur les émissions historiques. Donc typiquement, si tu prends un pays en développement, leurs émissions, entre guillemets, autorisées par des accords internationaux sur l'environnement vont être beaucoup plus bas. Sauf qu'en fait, le niveau de vie de leur population est plus bas, puis on est en train de leur dire, ouais, mais montez pas trop votre niveau de vie, ça pourrait augmenter vos émissions. Même en fait, dans l'existence même, la façon dont ils sont décidés, en tout cas, les objectifs de réduction, cet enjeu-là est visible. Tout à fait. Ouais, je trouve que c'est super intéressant. J'ai oublié la deuxième moitié de ta question. Oui, l'autre partie, c'était le fait que la plupart des émissions sont contraintes dans le sens où, par exemple, pour le transport, l'essentiel des émissions, c'est la distance domicile-travail. Et donc, pour diminuer ces émissions, donc on peut effectivement essayer de covoiturer, faire des choses comme ça, ou le transport en commun. Mais bon, là encore, c'est pas évident et c'est pas facile pour tout le monde. Alors là, quelles sont les solutions? Est-ce que c'est des politiques publiques ou alors carrément la seule solution, c'est de tout changer en fait, finalement. Je sais pas ce que Ça je veux dire. serait une bonne solution, tout changer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis effectivement, on peut pas dire à quelqu'un qui a acheté une maison en banlieue et qui a des enfants, dire bah non, la voiture c'est mal maintenant, alors qu'ils ont déjà fait tout leur mode de vie de C'est cette ça. façon-là. Donc ben là, j'ai envie de te répondre avec le cercle vertueux qu'on avait décidé à la fin, c'est-à-dire que
ce dont il y aurait besoin, avant de dire aux gens de prendre les transports en commun, c'est aussi de développer le réseau de transports en commun. Puis avant de leur dire de ne pas utiliser leur voiture, c'est peut-être d'autoriser davantage le télétravail, etc. Donc c'est certain que ça ne peut pas être juste les gens qui font ça. Je pense que ça doit être conjoint avec les deux, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et qu'effectivement, ben, ça demande quand même des changements sociétaux à la fin. On ne peut pas garder notre modèle actuel et s'attendre à avoir quelque chose de foncièrement différent, quoi. Le modèle Dunsky, là, qui n'est donc pas un modèle décroissant, parce qu'on avait dit que c'était une croissance énergétique, dit qu'il faut aussi repenser nos villes, justement pour pouvoir que les gens aient plus accès au transport en commun. Donc, si on veut atteindre les objectifs de Paris, une simple mutation technologique n'est pas suffisante. Il faut aussi repenser notre organisation sociale, justement pour que les gens puissent réduire leur empreinte carbone. Il faut que l'État repense la façon dont on organise les villes, en fait, pour que justement les gens puissent accéder au métro, donc repenser les lieux d'habitation et de travail, et la construction de nos villes qui sont, on doit le dire en Amérique du Nord, orientées voiture. Ok, parfait, merci beaucoup. Je vais avancer dans les questions du chat parce qu'on en a 5 nouvelles. La première, je pense que je te l'offre, Cédric, parce que ça a l'air pas mal en lien avec la deuxième partie. Avez-vous pris connaissance du dernier rapport d'Hydro-Québec qui estime qu'il y aura un manque structurel d'électricité d'ici 2027? À quel point leur stratégie de développement de nouvelles énergies, éolien et solaire, est proche du rapport Dunsky? Alors non, je suis désolé, mais effectivement, comme ce que je disais, Dunsky prévoit quand même une augmentation de 2% par an de la quantité d'électricité produite, ce qui est quand même très très ambitieux. Ça correspond à, c'est ça, de mémoire, 6 fois la romaine d'ici 2030. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que Hydro-Québec dise qu'il va falloir faire des très gros efforts, sinon il y aura un manque structurel d'électricité. Donc c'est sûr que si on veut passer du pétrole à l'électricité en consommant toujours autant, ça demande des investissements massifs en termes de production d'électricité bas carbone. Donc non, j'ai pas lu, mais ça m'étonne pas. Moi non plus, j'ai pas regardé. Fait que... Désolée, Félix. Ensuite, vous n'avez pas parlé de l'impact de l'argent que l'on ne dépense pas. Je pense à l'impact des placements financiers de nos épargnes. Je trouve ça hyper intéressant comme question. Je serais hyper intéressée à savoir effectivement, mais je pense que c'est très difficile à évaluer et j'ai pas connaissance de ce genre de chiffres. Je sais pas ce qu'il en est de ton côté, Cédric. En tout cas, c'est de plus en plus populaire. Là. Il y a de plus en plus de banques qui offrent des produits financiers éco, société responsable, je sais plus exactement tous les termes adéquats là. Mais effectivement, demandez à votre banquier, il y a des produits financiers qui, alors je ne sais pas ce qu'ils valent, hein, mais en tout cas qui font un effort en termes pour éviter que votre épargne serve à financer des nouveaux forages pétroliers. Nice. Ensuite, on avait, voyez-vous un changement de mentalité dans les acteurs du milieu, dans la population, avec le temps? Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour le futur? Alors, changement de mentalité, oui, surtout chez les jeunes. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Là, peut-être que je suis un peu plus pessimiste. Mais il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression dans la jeunesse. Je pense que ce qui nous sauverait, c'est que la jeunesse vote. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de conscientisation qui, ça avance pas mal. Il y a beaucoup de bonnes intentions aussi. Par contre, sur le êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste, je ne suis pas fixée, mais disons que ce qui m'inquiète, c'est souvent que même les gens pleins de bonnes intentions ont tendance à tomber dans le travers de se dire ah bah cette solution technologique va régler le problème, puis s'arrêter là, alors que même Dunsky, qui était assez optimiste par rapport à la capacité électrique, disait qu'on ne s'en sortirait pas avec seulement des changements technologiques si on voulait atteindre les objectifs qui se fixaient pour 2050. Puis il y a d'autres études, des articles scientifiques qui montrent qu'avec seulement la technologie, on ne s'en sortira pas. Donc, je pense que ça va dépendre de notre rapidité en fait, à réussir à faire des changements sociétaux, mais vraiment comme sur la façon dont on fonctionne, assez vite ou pas en fait. La question suivante, c'était donc Gérald. À votre avis, pourquoi le plan vert du gouvernement cible-t-il en priorité l'électrification du transport, alors que dans votre graphique de dollars par tonne épargné, il y a déjà beaucoup de bien à faire par le captage de méthane et la partie agricole qui coûterait moins cher? Alors oui, ça coûte moins cher, mais c'est pas le plus gros poste d'émission. Les déchets, c'est en fait les déchets, c'est 6
millions de tonnes, alors que le transport, c'est 30, je crois. Je vais regarder, là, j'ai plus chiffre en tête. Mais oui, ça coûte pas très cher, entre guillemets, d'améliorer la partie déchets, mais ça ne représente pas non plus le plus gros poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc, l'étape, pour vraiment pouvoir atteindre 80%, il faut qu'on s'attaque au transport, parce que la partie procédé industriel est très difficile à réduire. Alors que enfin, l'électrification des transports, c'est la solution la plus efficace en termes d'argent dépensé pour épargner beaucoup de tonnes de CO2. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais par contre, une hypothèse que je ferais bien, c'est qu'il y a peut-être un intérêt économique aussi là-dedans. Parce qu'une mesure de captation de méthane, tu ne vends rien, alors que si tu te mets à développer des voitures électriques, tu as un potentiel de gain économique quand même à court terme. Peut-être qu'il y a des critères non environnementaux là-dedans aussi. Hein. Ouais. Et le captage du méthane, il est prévu par Dunsky. C'est de ça dont il parle pour réduire les émissions des déchets et pour réduire les émissions liées à la gestion du fumier. Oui, bien sûr, mais là, la question, c'était comme pourquoi le gouvernement parle quasiment que d'électrification en ce moment. Puis mais il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a aussi sans doute que la biométhanisation, finalement, c'est un peu une mesure technique qui a juste besoin de s'adresser aux agriculteurs, alors que l'électrification, c'est le grand public qui est touché. Donc, en termes de communication, c'est plus important de mettre l'accent là-dessus, puisque la biométhanisation, c'est que quelques acteurs qui vont être touchés, alors que l'électrification des transports, c'est tout le monde. Mmh. Alors, suivant. Dans ce qu'on a vu, je ne crois pas qu'on a regardé l'électrification des transports en termes de cycle de vie, production, usage, fin de vie et d'empreinte globale. Si oui, un commentaire sur nos mesures d'électrification en termes de réduction mondiale. Alors, on a regardé l'électrification du transport personnel, puisqu'on a regardé qu'est-ce qui se passe si on passe d'une voiture conventionnelle à une voiture électrique au Québec. Puis on a dit que sur le transport personnel, ça induisait une réduction de 65% de l'empreinte carbone. Par contre, on n'a pas regardé en termes d'empreinte carbone ce que ça donnait, mettons, sur un autobus ou ce genre de choses. Et après, ceci dit, Camille, tu as raison, puisque Dunsky regarde que ce qui se passe au niveau local. Il table sur une réduction de 99% de nos émissions carbone liées au transport. Et comme de toute façon, nos voitures ne sont pas produites au Québec, l'augmentation d'une voiture électrique à la production fait un peu plus. En fait, on augmente nos émissions importées en passant de la voiture thermique à la voiture électrique. Alors évidemment, c'est bénéfique au total. Et c'est beaucoup plus bénéfique sur nos empreintes territoriales que sur l'empreinte totale. Exact. Donc, ça pose encore des questions de justice, en fait, comme on disait tout à l'heure, de dire, bah là, en fait, on va sans doute rajouter des émissions dans un pays peut-être moins riche même que le Canada, alors que déjà, ils auraient besoin d'augmenter leurs émissions pour augmenter le niveau de vie de leur population. Donc, on repart sur des enjeux complexes et certains. Agathe, ensuite. Il me semble que pour les voyages en avion, c'est 20% ou même moins des personnes qui représentent 80% des vols, et ce sont surtout pour des trajets professionnels. Je ne retrouve pas l'étude, mais ça semblait être une source sérieuse. Il semblait que ce ne soit pas le voyage annuel de beaucoup de gens à Cuba qui impacte le plus. C'est vrai. Possible. C'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'individuellement, on peut aussi faire l'effort de ne pas forcément partir à Cuba tous les ans. Mais effectivement, c'est surtout les voyages, les trajets professionnels qui comptent beaucoup. J'ai l'espoir que la Covid et le télétravail réduisent finalement les déplacements professionnels, parce que finalement, la réunion, on peut peut-être la faire par Zoom plutôt que d'y aller. Plutôt que de retourner en Europe. Il me semble qu'un aller-retour, genre Paris-Montréal, c'est 1,5 tonnes d'équivalent CO2. Donc, il faut regarder ça par rapport aux 15 tonnes. Ça peut effectivement éviter un trajet, ça peut être une façon très efficace. D'ailleurs, si on prend le dernier graphique qui comparait les différentes actions avec des roses, des jaunes et des vertes, là, c'était la deuxième plus efficace, il me semble, d'éviter un trajet en avion à titre personnel. Donc, ça reste quand même une action efficace. Alors ensuite, est-ce qu'il y en avait d'autres questions? Il y a des gens qui envoient des rapports. Oui, pardon, vas-y Cédric. Ben, c'est ça, il y a les deux salles suivantes, c'est des liens vers l'impact de nos finances sur le carbone. Donc, ce n'est pas vraiment des questions. Pas de problème. Allez-y s'il y a d'autres questions. Hein. N'hésitez pas.
Bon, ben, je vais en profiter pour une autre question. Et c'est par rapport, quand vous disiez le bois, le chauffage au bois, au final, c'est carboneutre quand on replante un arbre. Mais là, c'est parce que moi, je me dis que j'ai une corde de bois dans ma cour arrière. Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois que je brûle une corde, j'aille planter des arbres derrière dans le bois? J'ai pas trop compris ça. Veux-tu que j'y aille ou Vas-y, vas-y. Donc en fait, ça c'est un choix méthodologique qui est fait dans le calcul des empreintes carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mécanismes qui ont des échelles de temps très différents. Le premier, c'est je récupère du carbone qui était enfoui sous terre sous forme de pétrole ou de gaz naturel. Puis ça lui a pris des millions d'années pour atterrir là. Donc je suis vraiment en train de briser d'une certaine façon un cycle très très long. Je déterre du carbone et je le mets dans l'atmosphère. Donc ça a une empreinte carbone parce que je viens déséquilibrer le cycle du carbone, si tu veux. Et le deuxième cycle qui existe, c'est un cycle beaucoup plus court qui est quand un arbre qui va aller capturer du carbone, une fois qu'il sera coupé, va le relâcher. Et donc, on considère que si tu brûles du bois, en fait, tu atteins juste ce petit cycle à court terme. Et donc, techniquement, tu es en train de réémettre quelque chose qui avait été déjà émis dans l'atmosphère avant. Donc, ça compte pas, d'une certaine façon. Mais sinon, pour répondre à ta question, c'est pas forcément tellement au niveau du camp individuel, de la fois où le particulier va couper l'arbre au fond de son jardin qui va le brûler. C'est plus est-ce que le bois qui est acheté, il provient de coupe blanche ou d'une gestion forestière saine ou la personne qui coupe le bois a replanté au fur et à mesure et que donc c'est surtout ça. Mais essentiellement dans la plupart des pays développés, il y a une gestion saine des forêts. C'est-à-dire qu'on fait relativement peu de coupes blanches. C'est-à-dire qu'on coupe une morceau de forêt puis on replante pas. Si on coupe sans replanter, effectivement, c'est émetteur. Mais si c'est typiquement, si vous achetez votre sapin de Noël dans une exploitation où la personne a dit il veut continuer à vendre des sapins de Noël chaque année, donc il va replanter les sapins au fur et à mesure. Donc votre sapin de Noël que vous brûlez, s'il provient d'une exploitation de ce genre-là, il est carboné. Alors, carboneux, il y a évidemment tout le process d'apporter le sapin de Noël en ville, etc. Mais au niveau de la partie bois, c'est mieux. Et si tu veux qu'on relie nos deux explications, ça revient à dire que on suppose que quand on coupe un arbre, en fait, ça n'a pas changé la capacité de stockage de ce cycle court-là, puisque ailleurs, il y a un autre arbre qui a été remplacé. De rien. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Un arbre stocke environ combien de kilogrammes de carbone dans sa vie? Je ne sais plus. Je peux retrouver ça, mais je ne sais plus. Navré. Est-ce que tu as le chiffre en tête, toi, Cédric? Non, du tout. Et le système racinaire n'est pas négligeable. Peut-être j'aurais une question sur la politique actuelle, enfin la politique environnementale et climatique du Québec en ce moment, avec le plan d'économie vert. Est-ce que globalement, qu'est-ce que vous pensez des cibles fixées, des objectifs et des actions qui sont prônées par le gouvernement? C'est un pas dans le bon sens, mais ce n'est pas un pas suffisant encore. Le gouvernement avoue lui-même qu'il a chiffré que 42% de nos objectifs. En étant optimiste, on va dire que c'est parce que c'est un jeu avec le fédéral en disant bon, ben, le Québec a fait le premier pas, maintenant le fédéral faudrait qu'il fasse aussi sa part avant qu'on fasse nous-mêmes notre part. En étant pessimiste, en disant ben, c'est encore de la poudre aux yeux. Et est-ce que, par exemple, justement, cette espèce d'obsession enfin, cette espèce, entre guillemets, d'obsession pour les voitures électriques, enfin, en tout cas, cette focalisation sur juste la voiture électrique, donc acheter une voiture électrique et puis tout ira bien, est-ce que c'est pas justement un moyen
se défausser, c'est-à-dire d'essayer de faire semblant qu'on agit, mais en même temps de maintenir la structure industrielle, enfin de maintenir la structure qui finalement est responsable de, de ce problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois, puis je suis pas mal d'accord avec ton avis, mais après, c'est juste mon avis personnel. Je pense effectivement que bah là, ils peuvent pas nier qu'il y a quand même une préoccupation grandissante, puis ça parle de partout, du changement climatique, puis du fait qu'il faut réduire les émissions. Donc, ils sont obligés, en fait, de commencer à parler de mesures. Mais par contre, il n'y a aucune remise en question du système de fonctionnement. Là, on a dit qu'il y avait plusieurs rapports scientifiques qui montrent que la technique ne suffira pas. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve en politique. Ça, jamais c'est abordé. Donc, effectivement, moi, ça m'inquiète. C'est bon que ça commence à en parler, qu'ils commencent à essayer de poser des actions. Par contre, bah, je m'inquiète de savoir si on va aller assez vite vers des choses qui sont vraiment efficaces ou si on va essayer de conserver notre système un peu trop longtemps et qu'au final, on va quand même induire un changement climatique important. Je ne sais pas, j'espère qu'on va réussir à pousser les choses assez vite. Et puis, C'était un on peu dans ce essaye. sens, c'était un peu dans ce sens-là qu'on avait fait notre conclusion avec le cycle vertueux, c'est que à partir du moment où la solution technologique n'est pas suffisante, il faut un changement de société et de mentalité. Et je pense que nos actions individuelles impactent en fait sur les politiques. Les politiques, ils sont à l'écoute de la population. Si la population consomme de plus en plus de VUS versus consomme de plus en plus de vélos, alors la politique, enfin, les politiques n'auront pas le même discours. Après, on peut inverser aussi ce discours-là en disant que c'est aussi une stratégie. Oui, d'où la flèche va dans les deux sens. Voilà, les politiques influent les choix individuels, mais il ne faut pas oublier que nos choix individuels influent nos politiques. C'est pour ça qu'on parlait de cercle vertueux. Mais on est d'accord qu'il va falloir faire un changement de société si on veut respecter nos engagements. Après, je ne dis pas que je trouve ça juste et normal que ce soit la population qui pousse le gouvernement à prendre des actions responsables, loin de là. Ceci dit, au point où on en est, en fait, on n'a pas vraiment le choix que d'essayer de les pousser, puisque visiblement, ils ne le font pas par eux-mêmes, en fait. Donc, à chacun d'essayer de faire ce qu'il peut pour avancer. Il y a une intervention assez intéressante dans le chat qui dit 7 à 9% de réduction des GES mondiaux en 2020. Est-ce qu'il ne faudrait pas garder la Covid jusqu'en 2050? Je ne souhaite pas qu'on garde la Covid quand même. Si on essaye de réduire la souffrance dans le monde, on va éviter de faire mourir des gens par milliers d'une pandémie. Mais entre décroissance subie et choisie, je préfère quand même la décroissance choisie de c'est ça. On va essayer de ne pas faire comme ça. On a une nouvelle intervention. Quand on voit qu'un gouvernement comme celui du Québec est en faveur d'un projet comme GNL Québec, c'est difficile de croire en leur plan vert. Bah, c'est ça, il n'y a pas vraiment de remise en cause du système de consommation. Après, je n'ai pas regardé ça d'un point de vue mondial. Peut-être que si le gaz naturel produit au Québec, ça va remplacer du charbon, mais de toute façon, on n'a aucune vraiment garantie que ça va être le cas. C'est toujours le problème, en fait. Tu ne sais pas ce qui va se passer, en fait, quelles vont être les conséquences des projets, donc c'est difficile. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va peut-être pouvoir... Alors, il y en a une. Je voudrais savoir si vous menez des actions auprès des groupes de pression qui influencent les décisions au niveau des entreprises pour accélérer la transition énergétique. Cédric, tu as entendu parler de ça dans les shifters, toi? Moi, je viens de débarquer, mais déjà, je pense que la sensibilisation, c'est déjà une première étape hyper importante. Et puis, bon, chacun il va avec ses qualités. Moi, c'est là que je m'engage. Je pense que c'est quelque chose d'individuel. En tout cas, les shifters ne sont pas engagés au nom des shifters dans des groupes de pression. Peut-être qu'à titre individuel, il y en a qui le sont. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je dirais juste, Estelle, l'objectif principal là, au niveau des shifters, c'est vraiment de faire de la sensibilisation grand public. Donc, c'est typiquement les présentations qu'on propose ce soir, ça va dans ce sens-là. À aller du côté des entreprises, pour des bénévoles, c'est toujours un peu plus compliqué, même si je suis d'accord avec toi, Yaya, il y a un sacré levier d'action de ce côté-là. Mais pour l'instant, il faudrait pour ça des moyens et puis une structure. Et puis, pour l'instant, ce n'est pas notre vision.
Julien. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier tout le monde d'avoir suivi la présentation d'aujourd'hui. Merci pour les questions super intéressantes. Et puis, n'oubliez pas la session de la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus sur les technologies d'information et de communication. Oui, c'est ça. Ben, merci à vous en tout cas, Cédric et Estelle, pour cette très belle présentation et ces bonnes réponses. Et donc, voilà, comme vient de dire Estelle, je vous invite à suivre la prochaine séance avec Maxime Pinsard qui va nous parler de l'impact environnemental du numérique au Québec, suite à son étude très précise et détaillée qu'il a réalisée. Donc, un sujet aussi un peu nouveau, dans le sens où on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de l'impact du numérique. Donc, voilà, en espérant vous y voir en grand nombre.